Alors voilà, c'est tout simple. Tu as compris que le symptôme, inconsciemment, on ne veut pas s'en débarrasser. Il y a un noyau qui résiste. On peut résoudre des difficultés de surface, mais on trouve ce noyau symptomatique qui tient à toi comme une tique à ton chien. C'est un parasite. C'est comme si le symptôme était un organisme parasitaire interne à ta pensée et il jouit de toi pendant que tu souffres. Alors là, tu comprends que la guérison est plus complexe que lorsqu'il s'agit du corps. Quand tu as de la fièvre, ou que tu fais une crise de foie par exemple. Le symptôme, c'est donc un mode de jouissance. Et en poussant un peu les limites qu'avait atteintes Freud, on peut même dire que dans l'espèce humaine, tout mode de jouissance est symptomatique. Dans l'expérience analytique, on n'en rencontre pas d'autres. Et les êtres parlants ne jouissent que de façon symptomatique. Et ça va jamais comme il faudrait. Là, il y a un détraquement essentiel qui fait limite à toute guérison de la difficulté psychique. Et c'est pour ça, tu vois, que depuis toujours, il y a eu des bonimenteurs pour promettre la guérison, et aujourd'hui, ils la promettent dans un langage qui mime la science, c'est-à-dire le langage de la mesure. Mais généralement, c'est pour vendre des petites fioles, ou de la poudre de perlimpinpin. C'est la propagande pour un état normal qui serait un état de bien-être permanent, qui est en fait inconnu au bataillon. Freud disait que la satisfaction du symptôme, c'est une satisfaction substitutive. Et que ce substitut, cet ersatz, puisque c'est le mot qu'il emploie, cet ersatz fait aussi bien que l'original. Le problème, c'est que les satisfactions substitutives, on n'arrive pas à les distinguer des satisfactions qui ne le sont pas. Alors, l'idée de Lacan, c'est que finalement, toutes les satisfactions sont substitutives. Et elles se substituent à quoi ? Eh bien, à celle dont on rêve, mais qu'il n'y a pas. Disons la satisfaction de la pleine satisfaction sexuelle. Alors ça donne du mal, de l'inconfort, de la douleur, et néanmoins à l'intérieur de ce mal, il y a une jouissance cachée. Et ça, c'est un paradoxe. C'est que le sujet même souffrant, à un certain niveau, il est foncièrement heureux. Tu vois, c'est difficile à concevoir. C'est pourquoi Freud, pour essayer de le faire comprendre, a inventé un mythe qu'il appelle la pulsion, qui renvoie à la notion que le sujet est toujours heureux sans le savoir, et même que dans sa douleur, et que l'inconscient est là, comme un parasite, qui veut cette jouissance, même si à toi, à ton moi, ça coûte. C'est dire que l'homme est habité, il est habité par plus fort que lui, et au sein même de son intimité, cette intimité qui m'est étrangère à moi-même, et que Lacan a appelé par ce néologisme l'extimité. Voilà, tu sais tout. Si le sujet est toujours heureux au niveau de la pulsion, alors la pulsion de l'analyse ne peut pas être celle de la compassion, de la pitié ou de l'aide samaritaine, puisque l'analyse vise ce point où dans sa douleur, le sujet est satisfait. Alors tu vois, la position analytique est monstrueuse, et le psychanalyste apparaît dès lors comme inhumain. Tu imagines quelqu'un qui vient chez l'analyste en pleurant, et toi, le psy, tu t'esclaffes. Disons que parfois ça a des bons effets. Non pas de s'esclaffer, mais d'esquisser un petit sourire devant les grandes souffrances. Mais il faut le faire bien, ce petit sourire. Et alors ça peut permettre au sujet qui souffre de se décaler un petit peu de sa souffrance. Enfin, là, il faut du tact. Parce que ça peut conduire le candidat patient à prendre la poudre d'escampette.